C'est le sujet de la semaine. Les organes artificiels vont-ils se généraliser? Peut-on en créer pour tout le corps humain? Quelles sont les conséquences éthiques et psychologiques? Pour en parler, pour en débattre, je reçois Stéphane Pia, le directeur général de Carmat. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Christelle Guerrier-Reboul, bonjour. Bienvenue. Vous êtes la présidente de Bibron France et porte-parole du SNITEM. C'est quoi le SNITEM? C'est le syndicat professionnel des fabricants de dispositifs médicaux. Les dispositifs médicaux dans lesquels on compte évidemment des organes artificiels. Et puis avec nous en visioconférence, Hervé Schneidweiss, qui est président du comité d'éthique de l'INSERM, directeur du labo Neurosciences Paris-Seine et auteur de L'homme réparé, espoir, limite et enjeux de la médecine régénératrice. Bonjour, bienvenue à vous, vous m'entendez bien? Je vous entends bien, merci de votre invitation. Eh ben, merci à vous d'être là. Je commence avec vous, Stéphane Pia. Carmat a fait l'actualité cet été avec l'implantation de cœurs artificiels à 2 patients américains. Comment vont-ils? J'imagine qu'on vous pose souvent la question. Oui, alors à la grande surprise de ceux qui ont implanté les 2 cœurs à Louisville et Duke, ils vont très bien, parce que c'est des patients qui allaient très mal. Ouais. C'est le prix à payer quand vous commencez une étude, les gens ont des doutes, donc ils vous donnent des patients qui sont vraiment pas dans un très bon état clinique, mais bon, ils vont très bien. Ouais. Vous dites, quand on commence une étude, ça veut dire que l'étape là, c'est de démarrer, donc c'est quoi, une double étude sur le continent américain? Oui, alors disons que chaque région a sa propre politique d'accès au marché. Et donc, aux États-Unis, il faut qu'on refasse le parcours que l'on a fait en Europe il y a quelques années. Donc, une étude de faisabilité assez courte de 10 patients. Et après, ça débouchera peut-être sur une étude pivot, ou peut-être pas, parce que peut-être qu'on aura accès plus rapidement. Ça dépendra, je pense, de beaucoup d'éléments. Ça veut dire que ce que vous avez fait précédemment, alors ça vous sert en termes de notoriété, de crédibilité, évidemment, mais il faut presque repartir de zéro à chaque fois quand on est dans un nouveau pays avec ces nouvelles règles? Ouais, c'est surtout vrai pour des startups, parce que bon, le doute de l'FDA, quand même, c'est quand on voit quelqu'un qui arrive avec un projet aussi ambitieux, avec un nombre limité d'employés, c'est de savoir si les gens vont être capables de faire la même chose aux États-Unis qu'en Europe. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'on n'a pas de structure en Amérique. Donc ça veut dire que ce sont nos personnes qui volent aux États-Unis. On sélectionne les patients à distance avec les failles cliniques et puis on essaie de reproduire ce qu'on a été capable de faire en Europe aux États-Unis. Alors on va évidemment rentrer un peu dans le détail. Vous nous direz quels sont les défis scientifiques, médicaux que vous devez relever. Mais je voudrais vous entendre, Christelle Guerrier-Reboul et puis Hervé Schneidweiss, sur ce que représente le cœur Carmat pour vous, pour un secteur comme le vôtre. C'est quoi? C'est une espèce d'étendard parce que médiatiquement, forcément, il attire la lumière. Comment vous le percevez, ce projet? Carmat, c'est une société qui, évidemment, représente le must de tout ce qu'on peut faire d'implantable. Enfin, le cœur, c'est quand même un organe extrêmement important. Oui. Donc, évidemment, la visibilité de Carmat et tout ce qu'ils ont pu faire est très important pour la visibilité de notre secteur et pour pousser les dispositifs médicaux. Car quand on parle santé, tout le monde pense naturellement aux médicaments. Le médicament, c'est 60 milliards d'euros en France, alors que le dispositif médical, ce n'est que la moitié, 30 milliards d'euros. C'est quand même assez important. Mais c'est très large, c'est-à-dire c'est un portefeuille extrêmement large. Oui, j'ai regardé en préparant l'émission, c'est plus divers, c'est pas possible, quoi. C'est aussi divers que le corps humain, c'est ça? Ah mais exactement. Oui. Et donc c'est très important que le grand public se rende compte qu'il est nécessaire d'avoir ces dispositifs médicaux pour la santé. Pour implanter des produits pharmaceutiques dans le corps humain, on a besoin de dispositifs médicaux. Les aiguilles, les seringues sont des dispositifs médicaux. Mais évidemment, l'innovation, le remplacer des organes comme le cœur sont des choses absolument extraordinaires. Est-ce que vous n'êtes pas un peu jalouse de temps en temps de la lumière que prend une société comme Carmat? Jamais. Je suis passionnée. Oui. Voilà, je suis tombée dedans en 2013. Oui. Je suis tombée dans la santé en 2013. Je trouve ça absolument fantastique, ce qui est fait. Évidemment, comme patiente potentielle, je trouve ça génial de pouvoir faire ce genre d'action. Et évidemment, je ne peux que saluer le succès de Carmat. Et chez Bibron, il y a des organes artificiels que vous proposez, que vous développez, sur lesquels vous êtes en train d'innover? Alors, nous avons, si vous deviez comme ça spontanément en citer un premier qui vient. Alors, nous avons un organe artificiel, mais qui n'a rien de nouveau. C'est le rein artificiel, puisque nous sommes en dialyse assez présents. Nous avons même des cliniques de dialyse
y compris sur le sol français. Nous innovons sans cesse autour du rein artificiel, parce que c'est vraiment pas une vie pour les malades qui sont atteints d'insuffisance rénale chronique au stade terminal. Nous avons aussi beaucoup de choses autour de la peau, autour de tout ce qui est pansement. Donc la peau artificielle nous intéresse évidemment. Nous sommes nous sommes très intéressés par tout ce qui se passe au niveau terminaison nerveuse. Notre groupe est très fort en tout ce qui concerne l'ALR, donc l'anesthésie loco-régionale. Donc évidemment tout ce qui touche aux nerfs, tout ce qui touche aux terminaisons nerveuses et tout ce qui touche évidemment aux implantations dans le corps humain nous intéresse. Mais on n'a pas de cœur artificiel, on n'a pas évidemment, on laisse ça aux spécialistes. Alors j'ai évidemment à l'un et l'autre encore plein de questions à vous poser. Hervé Schneeweiss, sur la symbolique du cœur, moi je voudrais vous entendre aussi sur le cœur artificiel, ce que ça représente. Comment vous le percevez dans la gamme des organes artificiels et de cette idée d'un homme réparé ou d'un homme augmenté? D'abord, je me réjouis également d'une entreprise française qui se développe et qui gagne. Et derrière cette entreprise, des dizaines, des centaines de collaborateurs qui ont travaillé sur un plan fondamental, puis sur un plan plus engineering, et pour arriver ensuite à l'entreprise qui arrive à commercialiser un produit. Je crois qu'il faut remettre ça dans son contexte. Alors bien sûr, le cœur est un organe vital, mais comme ça vient d'être dit, le rein est aussi un organe vital. Et de façon très intéressante, c'est autour du rein artificiel et de la dialyse que s'est construite l'éthique clinique telle qu'on la connaît aujourd'hui. On se remet en Californie dans les années 1955, il y a très peu d'appareils, et la question immédiatement se pose de l'accessibilité à ces appareils. Qui va avoir droit à quelques jours, quelques semaines, quelques mois de vie supplémentaire grâce à la dialyse permise par ce rein artificiel? Et c'est à partir de là qu'on va se dire, est-ce que le critère, c'est un critère de proximité? Est-ce que c'est un critère de fortune? Est-ce que c'est un critère de couleur de peau? Est-ce que c'est un critère d'âge ou de sexe? Et on va se rendre compte que les médecins ne peuvent pas répondre seuls à ces questions, et ça va être la création des comités d'éthique qui se sont développés depuis et des protocoles d'essais cliniques tels qu'ils se sont développés depuis. Donc on voit que ces organes artificiels qui arrivent aujourd'hui à des organes d'une technicité extraordinaire comme le cœur artificiel de Carmat, sont en fait l'aboutissement de 50 ou 60 ans de recherche. Et il faut aussi noter que c'est des recherches de convergence, parce qu'il n'y a pas que de l'électronique, il n'y a pas que de l'artificiel, il y a aussi la nécessité de tenir compte de l'interaction avec le corps dans lequel ces organes sont implantés, quand il s'agit du cœur artificiel de Carmat, ou avec lesquels le corps interagit quand il s'agit d'organes artificiels externes, comme pour la dialyse encore aujourd'hui. Ouais. Hervé Schneeweiss, vous travaillez depuis de longues années sur les tumeurs cérébrales en neurosciences. Est-ce qu'un cerveau artificiel, c'est un scénario de science-fiction ? Dans l'état actuel des choses et pour de nombreuses années encore, oui, totalement. Et pour de nombreuses raisons. D'abord, la complexité du cerveau, 200 milliards de cellules, chacune faisant 50 000 connexions. C'est un nombre qui est difficile à imaginer et à mimer. Aujourd'hui, dans les meilleures simulations, on arrive à simuler un circuit avec 10 000 cellules. Donc vous voyez, passer de 10 000 à 200 milliards, il va falloir quand même quelques années de travail et quelques sauts non seulement technologiques, mais même conceptuels à faire. Mais dans l'absolu, ce n'est pas totalement inimaginable. Alors la question, c'est qu'est-ce qu'on entend par artificiel? Parce qu'en fait, à côté de ces organes complètement artificiels, se développent à partir des cellules souches d'autres méthodes, en particulier ce qu'on appelle aujourd'hui les organoïdes. Et donc, probablement, les solutions de réparation du futur seront des combinaisons entre éléments artificiels, des puces ou des organes, éléments ajoutés comme des cellules,
on sait substituer depuis longtemps avec la transfusion sanguine ou avec certaines hormones, et puis stimuler aussi des capacités de régénération du corps grâce aux potentialités énormes qu'ont nos cellules de s'auto-réparer. Stéphane Piage, c'est quoi dans la multitude de défis que vous avez à relever quand vous implantez un cœur artificiel? Évidemment, le béotien que je suis pense spontanément à la notion de rejet dont on parle souvent quand il s'agit d'une greffe, mais ça veut dire quoi dans les matériaux que vous utilisez? En arrivant ce matin, je me dis, comment vous faites pour qu'un cœur artificiel s'imbrique avec un cœur humain dans le choix des matériaux, par exemple? Ouais, alors c'est la grosse différence, comme le disait ma voisine, avec le médicament, c'est que vous avez une interaction physique et donc les matériaux sont importants. Bien sûr, il faut que le produit puisse vivre et s'intégrer avec le corps humain. Donc, ça, on connaît ça depuis des années avec les biomatériaux. Et une des qualités de Carmat, et ça, c'est bien sûr grâce à son créateur, au visionnaire qui est Alain Carpentier, ça a été d'utiliser ses connaissances en tissu bovin, etc., pour créer un produit qui était hautement biocompatible. Tant il est vrai que nous, on a la seule technologie aujourd'hui qui n'a pas de problème de biocompatibilité, de rejet. On a une anticoagulation qui est très basse, qui pourrait être proche de zéro, je pense, dans le futur, ou très, très, très minime. Donc, on utilise des tissus bovins, ce qu'on fait dans les valves depuis très longtemps maintenant, grâce à l'invention encore d'Alain Carpentier il y a 50 ans avec les valves aortiques chirurgicales. On utilise des biomatériaux qui sont utilisés dans les patchs. Braun en fait beaucoup également, donc des polyuréthanes, des téflons, ce que vous avez dans vos frying pans, dans les poêles à frire. Dans les poêles à frire, etc. Donc oui, on a des polymères, des téflons et des tissus bovins. Est-ce que vous pourriez ou vous imaginez utiliser les imprimantes 3D? Je vais reposer la question différemment. Ouais. Est-ce qu'on peut mettre des tissus humains dans une imprimante 3D pour en sortir une version qui va être compatible ou utilisable dans un organe artificiel comme le vôtre? Théoriquement, oui. Maintenant, le challenge, comme on en parlait avant, par rapport au cerveau, c'est le problème, bien sûr, de l'échelle. Parce que, si vous en rappelez, il y a une start-up israélienne il y a 2 ans qui passait à la télévision en disant on est capable de produire un cœur en 3D. Alors, il faut comprendre qu'un cœur, c'est des milliards de cellules, et produire avec une imprimante 3D autant de cellules différentes, ça va prendre des décennies. Alors, ils sont venus avec un cœur qui était gros, comme ça, exactement. Petit, techniquement, pour les experts, il fallait au moins 10 ans pour arriver à un cœur d'une taille normale, et après, il faut imaginer le système d'activation qui n'existe pas. Et ce cœur n'était même pas complet, puisqu'il y avait une enveloppe, mais on manquait les coronaires. Donc, c'est intéressant, le 3D. Je pense que on en a beaucoup parlé il y a 10 ans parce que c'était assez excitant de dire au lieu de faire du moulage, etc., on peut directement aller avec un plan, un CAD, un ordinateur et puis imprimer ce qu'on veut. C'est pas comme ça, on l'a vu dans l'industrie classique, mais je pense que ça peut aider beaucoup aujourd'hui. On l'utilise beaucoup aujourd'hui en medtech pour faire des prototypes, pour aller plus vite. Mais maintenant, pour faire des produits finis, même nous, on a fait beaucoup de simulations il y a 5-6 ans, mais je pense qu'il va falloir beaucoup de temps. Alors, je voyais que ça vous passionnait évidemment, Christelle Guerrier-Roboul. Est-ce que vous, chez B-Braun, vous utilisez des imprimantes 3D? Alors pareil, peut-être pour tester des matériaux, ou alors sur certains dispositifs, sur certains organes artificiels, c'est utile? Alors déjà, pour la partie production industrielle, oui, nous utilisons les imprimantes 3D. Pour la partie développement, sur la partie R&D, pour développer des nouveaux dispositifs médicaux, pour qu'on puisse les toucher, les manipuler, pour que les médecins puissent voir un petit peu si ça leur convient. Donc c'est beaucoup, on le fait beaucoup en matière de chirurgie orthopédique. Ça, c'est quelque chose c'est une technologie maintenant qui est de base dans tous les laboratoires R&D. Donc ça, on va dire, c'est acquis. Sur la partie impression 3D d'organes, le seul organe aujourd'hui qui peut être imprimé avec une imprimante 3D, c'est la peau. Et ça, il y a déjà des activités au niveau des laboratoires de recherche de l'armée française, avec aussi d'autres sociétés du dispositif médical comme Urgo. Donc, ils travaillent déjà là-dessus, ça c'est déjà possible. Donc, on est bien d'accord, on met quoi? On met, là encore, pardon des termes que j'emploie, mais des cellules de derme, de peau, et on les fait. C'est aussi simple que ça, quoi. Simple, oui. Mais évidemment, c'est une première étape. Oui. Mais, et pareil, il y avait eu aussi une autre start-up, je
je l'avais vu moi également, qui avait construit un rein en impression 3D, mais uniquement la coque extérieure en fait. Et l'intérieur est tellement complexe. En fait, le rein, c'est l'organe le plus complexe du corps humain. On ne s'en rend pas compte. Hein, c'est vraiment un organe extrêmement complexe. Et on a eu le même retour. Ça prendra des dizaines d'années d'arriver à fabriquer en 3D un rein qui fonctionne. Mais évidemment, c'est un peu le Graal de l'innovation en matière d'organes artificiels, puisque là, vous n'avez pas de problème de rejet, vous n'avez pas de problème de mécanique. C'est quelque chose, si on y arrive un jour, ce sera absolument fantastique. C'est quoi l'innovation sur laquelle vous travaillez qui vous semble la plus proche d'aboutir aujourd'hui chez B. Braun? Tout ce qui est imagerie, c'est des colonnes de visualisation 3D pour la chirurgie. Donc là, c'est pas sur le point d'aboutir, c'est abouti. Donc ça permet aux chirurgiens vraiment d'avoir une vision 3D de ce qui se passe à l'intérieur du corps. Et évidemment, c'est très sécurisant pour le patient, pour le chirurgien et pour le patient. Donc c'est vraiment, pour l'instant, les innovations que l'on a, c'est plus sur la partie chirurgicale. Nous avons aussi des innovations en matière vasculaire, donc avec des produits qui permettent d'éviter des thromboses, qui permettent d'éviter des embolies et d'éviter d'avoir trop de médicaments, de prescriptions médicamenteuses trop longtemps, et qui combinent à la fois l'action mécanique et médicamenteuse pour avoir le meilleur effet possible. Donc il y a ce genre d'innovation aujourd'hui chez B. Braun. Alors, comment on peut vivre avec un organe artificiel? Il y a évidemment beaucoup de conséquences psychologiques, éthiques. Hervé Schneinweiss, vous avez étudié, et vous êtes, je le rappelle, président du comité d'éthique de l'INSERM. C'est une dimension, vous le disiez tout à l'heure, qui n'est pas nouvelle, puisque depuis les années 50, on se pose ces questions-là. Est-ce que c'est encore plus complexe quand on parle, parce que vous n'avez pas tout à fait répondu tout à l'heure sur la symbolique du cœur, de ce que représente le cœur dans la symbolique de l'humanité. Est-ce que c'est encore plus compliqué, ces questions d'éthique et de conséquences psychologiques d'une transplantation d'un organe artificiel quand on parle du cœur, d'après vous? Non, je ne crois pas. Je crois que ce qui est en jeu, c'est la gravité de la maladie. C'est-à-dire que ce qui est en jeu, et M. Piat l'a dit tout à l'heure, c'est que c'est la vie ou la mort de la personne. Quelqu'un qui est en insuffisance cardiaque en phase terminale, s'il n'y a pas un système d'assistance, c'est la mort assurée. Donc ce système d'assistance, ça peut être la greffe qui a évolué, mais il faut un donneur compatible. Et on sait qu'il y a tout un ensemble de questions qui se sont posées autour de ces questions de qui donne, comment on donne, dans quelles conditions. Et nous savons que toutes les personnes greffées, bien sûr, sont très heureuses de devoir la vie à quelqu'un, mais ça pose aussi des problèmes de savoir qu'une personne est décédée pour leur permettre à eux de vivre. Pour le cœur artificiel, il faudra étudier au fur et à mesure où on aura des personnes qui le recevront, comment ils prendront les choses et si c'est différent justement de la greffe. Il est probable d'ailleurs que ça sera différent de la greffe. Après, ce qui sera surtout en jeu, c'est les questions de fiabilité, c'est-à-dire combien de temps vais-je pouvoir vivre avec cet organe artificiel. Je pense que ce soit le cœur ou d'autres organes vitaux comme le rein ou le foie qui sont tout aussi nécessaires, ou le pancréas, si c'est un pancréas artificiel avance aussi de façon très rapide et très importante. À chaque fois, ce qui est en jeu, c'est la gravité de la maladie et la manière dont la médecine va pouvoir accompagner le patient pour vivre mieux et plus longtemps. Est-ce que vous diriez, Hervé Schneinweiss, demain, tous augmenter? Est-ce que c'est l'avenir de l'humanité, finalement, qu'on ait tous un ou plusieurs organes artificiels? Alors là, on parle de médecine. Donc quand on parle de médecine, on parle d'un homme diminué par la maladie et l'organe artificiel ou la convergence de biotechnologie va permettre de compenser le déficit ou le handicap qui a été créé par la maladie. Donc, on ne peut pas dire que quelqu'un qui est en insuffisance cardiaque et qui ne peut plus rien faire et qui va recevoir le cœur de Carmat et qui va pouvoir retrouver une vie
proche de la normale, on ne peut pas dire que c'est un homme augmenté, on peut dire que c'est un homme réparé. Ouais. Alors après, est-ce que demain on va en arriver à greffer des organes artificiels à des gens pour augmenter leur performance ? Évidemment, ça fait froid dans le dos quand on pense à des organes comme le cœur. Et puis on se pose aussi la question de pourquoi, si c'est toujours pour aller plus haut, plus loin, plus vite, quel sens cela a ? Je pense que ça a un sens d'exercer la solidarité humaine pour venir en aide à des patients. Et il faut se rappeler que ces technologies exigent des dizaines d'années de mise au point, des centaines de personnes pour y travailler. Et donc, c'est un coût énorme pour la société, et ça sera un coût énorme pour les systèmes d'assurance maladie. Pourquoi est-ce qu'on augmenterait l'homme et qu'est-ce qu'on entend par augmentation ? Moi, je prends toujours l'exemple d'une dystopie qui serait que, compte tenu de la rareté des ressources de la planète, peut-être qu'il faudrait inventer un homme qui ne ferait plus que 80 cm de haut et qui serait totalement assisté par des machines. Comme ça, il consommerait beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins d'alimentation, beaucoup moins d'eau, beaucoup moins d'oxygène. On pourrait être plus nombreux sur Terre. Je ne suis pas sûr que tout le monde soit d'accord pour une humanité de Lilliputien. Évidemment, on vous suit. Hein. Évidemment, ça pose derrière ça la question d'une société à deux vitesses, de qui peut se payer les dispositifs pour devenir cet humain augmenté. C'est aussi une question que vous devez vous poser, vous, chez Carmat, parce que, voilà, est-ce qu'il faut avoir les moyens de se payer le cœur Carmat pour en bénéficier, quoi ? Alors, oui et non, je dirais ni. Hein, c'est pas satisfaisant comme réponse, mais je vais essayer d'étayer ma réponse. Ouais. Non, alors, je pense la question, on y a répondu il y a longtemps. Vous pouvez pas développer une technologie si il n'y a pas, je dirais, un but économique certain. Le budget hospitalier ou des sociétés ne sont pas illimités. Donc ça, tout le monde en est conscient. Donc maintenant, aujourd'hui, quand vous développez une nouvelle technologie, vous devez être conscient que pour pouvoir imposer une nouvelle technologie, surtout une technologie qui, de premier abord, peut sembler très, très chère pour le système, vous devez démontrer que vous allez épargner de l'argent. Donc, oui, c'est-à-dire ce que coûte le cœur Carmat, c'est qu'est-ce que ça fait économiser les patients qu'on traite, ce sont des... Pourquoi il y a une idée de Carmat, il y en a eu d'autres avant, il y en aura d'autres après, pourquoi il y a des gens qui pensent qu'il y a un système économique viable derrière. Pour la simple bonne raison, c'est que ces patients-là coûtent des milliards au système de santé. C'est ce qu'on appelle les frequent flyers. Ces personnes-là, à part une qualité de vie qui est vraiment exécrable, c'est la raison pour laquelle, pour répondre à la question d'avant, personne n'a jamais refusé d'avoir un cœur Carmat. Parce que je peux vous garantir, quand vous êtes en assurance cardiaque avancée, vous n'avez pas beaucoup de doutes, même si vous ne connaissez pas la technologie et la fiabilité à l'heure actuelle. Le fait est que c'est des gens qui vont des semaines à l'hôpital, pas tout le temps en thérapie intensive, mais bien souvent également. Donc sur 5 ans, c'est des patients qui coûtent au système de santé des millions d'euros, outre bien sûr le coût social pour la famille, les gens qui les entourent et le patient lui-même. Donc au niveau économique, ce sera l'étude qu'on fera en France, efficace. Je pense que ça sera très facile de démontrer que si le cœur Carmat peut durer pendant des années et fonctionne bien, ça ne sera pas, disons, une aggravation sur le système de santé. Oui. Maintenant, dans le système français, ce sera remboursé par la sécurité sociale, potentiellement. Exactement. Et par les mutuelles. Et les mutuelles. D'accord. L'acceptation, après, c'est la deuxième question. C'est quel est l'impact sur le patient ? Je pense... Même l'impact psychologique. Hein. Oui, mais ça, la réponse, on l'a depuis longtemps. Ouais. Moi, je prends toujours cet exemple, parce qu'on nous dit, mais le cœur, il y a un câble qui sort, comme toutes les assistances aujourd'hui, de l'abdomen. C'est clair que ce n'est pas neutre pour un patient aujourd'hui, mais il faut penser au futur. Pour nous, notre vision, c'est un cœur Carmat qui sera totalement intégré, dont on ne pourra pas savoir que la personne a un cœur Carmat. Il faut prendre les pacemakers. Vous parliez des années de la dialyse dans les années 50. On a commencé les dialyses dans les années 50, mais on a commencé également le pacing des cœurs dans les années 50. 57, premier pacemaker, je crois que c'est en 57. Qu'est-ce que c'était ? C'était 2 câbles qui transperçaient la peau avec une grosse boîte à l'extérieur pour l'alimenter. Si aujourd'hui je vous montre un pacemaker, c'est gros comme une pièce d'1 euro. Donc voilà, et c'est ça le futur des dispositifs. Vous commencez avec quelque chose qui est gros, qui n'est pas efficient, qui n'est pas toujours efficace, et puis au fur et à mesure, vous le développez. Nous, notre vision, c'est dans 10 ans, ou peut-être un peu plus, ce sera un dispositif qui sera complètement implanté dans le thorax, dont on ne saura pas que vous le porterez dans votre thorax. C'est ça la vision. Parce qu'il est clair que la qualité de vie, c'est ce que je dis tout le temps, la survie, c'est très bien, mais ce n'est pas du tout suffisant. Si la qualité de vie n'accompagne pas la survie,
je ne pense pas qu'il y ait vraiment un intérêt important. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous les deux, à tous les trois d'avoir participé à ce débat qui était passionnant. On en aurait pris encore quelques minutes, mais bon, on va continuer de parler de santé et de business avec la chronique Smart Money, puisqu'on va la consacrer aujourd'hui à l'ARN messager.